Bien, nous allons commencer notre description de la route de Bérénice par ce fort de Didumoy. Là encore, on se trouve dans la même situation bibliographique que celle de la route de Myosormos, dans la mesure où nous avons publié sous la direction d'Hélène Cuvigny 2 volumes sur ce fort qui méritait bien cela, que nous avons publié en 2011, qui s'appelle Didumoy, une garnison romaine dans le désert oriental d'Égypte, donc publié au Caire, qui vous donne tous les détails dans lesquels je ne rentrerai pas évidemment aujourd'hui sur non seulement la stratigraphie, l'architecture, le matériel archéologique qui a été trouvé, la faune, la flore, etc. Je vais simplement donc vous présenter un résumé en insistant beaucoup sur ce fort, car c'est objectivement celui que nous connaissons le mieux grâce à la conjonction de l'épigraphie et de l'archéologie. Les autres forts de la route que nous aborderons la semaine prochaine sont inédits encore, puisque nous préparons les publications, mais ne nous ont pas livré la même richesse d'informations, notamment en ce qui concerne la scansion des diverses étapes de construction et d'abandon. Et donc, pour cela, le fort de Didumoy est tout à fait important, et ce qui justifie que j'y passe 1 heure, car vous allez voir, ça en vaut la peine. Donc, on est vraiment juste à côté de Phoinikon, pas très loin de la route de Myosormos, qui d'ailleurs est joignable par un diverticule que vous voyez là, qui est assez facile à atteindre. Et nous y avons passé 3 ans, peut-être, enfin 3 campagnes, plutôt 3 campagnes de 1 mois. Personnellement, j'y aurais bien placé 4 ans, mais bon, des impératifs financiers et autres nous ont empêchés d'y revenir. On y a travaillé entre l'hiver 1997 et l'hiver 2000, grâce, et je tiens à le souligner, à un soutien sans faille du ministère des Affaires étrangères par le biais de la Commission des fouilles et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui est d'ailleurs l'éditeur de la publication que vous pouvez vous procurer assez aisément. Ce site était déjà connu. Alors, pour vous fixer les idées, la vue est prise depuis la colline qui est au sud, ici notre camp, là où nous habitions pendant ces mois d'hiver, qui sont quand même relativement chauds, et le fort lui-même qui est situé ici. Vous voyez la masse sombre des remparts et cette énorme masse qui est ici, qui correspond au dépotoir, qui a livré énormément de textes et de documents. Et le site était déjà bien connu par à la fois les textes, l'itinéraire maritime d'Antonin le signale, et aussi la table de Peutinger, avec d'ailleurs une erreur amusante, puisque vous voyez ici donc le Nil, la route qui part de Coptos, qui fait une première étape à Phénicié, c'est-à-dire Phoinikon, et ensuite la première étape sur la route d'après la table de Peutinger serait Aphrodite, qui est en réalité Aphrodite Saurus, mais qui est située après Didumoy, et la deuxième étape est Didumoy, que vous voyez là, et donc il y a une inversion par le copiste des 2 toponymes, puis ensuite on continue la série assez logiquement avec Compassie, Dios, Xéron, etc. Donc le site était connu et on connaissait son nom. Le premier plan et la première prospection véritable a été effectuée par Wilkinson, qui a visité le site le 6 mai 1826 et qui a donc dressé ce plan qui est, avec les moyens de l'époque, bien sûr, relativement juste. Finalement, je ne dirais pas qu'on n'a pas fait beaucoup mieux, mais ça ne change pas fondamentalement le plan et la compréhension. On a affaire ici, donc, avec, il avait bien vu qu'il y avait la porte au nord, un très grand trou qui correspond au puits, des casernements appuyés contre et des citernes qui sont indiquées ici par C. Il en a vu 3, en réalité il y en a 4,
mais une n'était pas visible, et ce sont nos fouilles qui l'ont montré. Il y a eu une première fouille le 29 et 30 septembre 1873. Ces jours-là, le colonel Colson, qui était chargé d'une mission de reconnaissance dans le désert entre Kena et Bérénice, s'était rendu de la Keita à Dédumoy et avait commencé à dégager ce qu'il croyait être le puits. Alors on ne sait pas trop bien où est-ce qu'il a imaginé de faire ses recherches, dont on n'a pas retrouvé une trace très précise. Mais après un effondrement, le jour même, il a renoncé en se rendant compte que l'entreprise était inutile et qu'il n'était donc pas possible de recreuser le puits romain pour le remettre en service, ce qui était le but. Ce qui est intéressant à noter, parce que finalement on est dans des conditions de voyage qui sont assez peu différentes de celles de l'époque romaine, c'est qu'il lui a fallu 8 heures de marche à sa caravane de 65 chameaux pour aller de l'Akita à Didumoy, qui s'appelle en arabe Hasselmeni, et donc ça nous donne une assez bonne approximation du temps qu'il fallait une caravane d'époque romaine pour faire la même distance. Donc il faut imaginer que les caravanes marchent à peu près 8 à 9 heures, et donc d'étape en étape vers le port de Bérénice. Ensuite, il y a eu une autre fouille qui a été faite par l'équipe de Henry Wright, qui en décembre 1990 et janvier 1991 a réalisé 6 sondages dans le fort et dans le dépotoir, sondages que nous connaissions puisque Henry Wright avait eu la grande amabilité de nous donner son rapport qui nous a guidés au début de nos recherches. Comme pour les fouilles antérieures, notre équipe sur place, pendant les 3 campagnes qui se sont déroulées là, comprenait Hélène Cuvini et Adam Bulow-Jacobsen qui s'occupaient du déchiffrement des textes que nous trouvions, Michel Rédé et Claude Blanc, Isabelle Sachet et moi-même qui nous sommes occupés des fouilles elles-mêmes dans le fort et dans le dépotoir. Mais nous avons dû faire appel aussi à des spécialistes très pointus, car vous allez le voir, c'est un site qui est très riche de beaucoup de points de vue. D'une part, nous avons eu besoin d'une spécialiste de la flore, en la personne de Margaret Attenberg, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Paris, et qui s'est occupée donc de la détermination des graines, de la paille, des divers végétaux. Nous avons eu besoin aussi d'une spécialiste des restes fauniques et donc des ossements qui ont été trouvés en grand nombre dans le dépotoir, et nous avons fait appel à Martine Le Guillou, qui s'est aussi occupée et qui a publié la très belle collection d'objets en cuir qui a été trouvée sur ce site, qui est le site où la matière organique est le mieux conservée de la route. Et donc nous avons trouvé beaucoup de tissus, beaucoup de cuir, et les tissus en grand nombre donc ont été étudiés par Dominique Cardon, directeur de recherche au CNRS, et sa collègue anglaise Hero Granger-Taylor, qui donc se sont partagés toutes les deux la tâche d'étudier ces centaines de chiffons, si on peut dire, qui sont sortis de cette fouille. Chiffons très importants car leur état de conservation est tel qu'ils ont permis parfois de remonter de plusieurs centaines d'années, voire même de 1000 ans, certaines techniques que l'on croyait avoir seulement été développées au Moyen-Âge. Donc, une fouille qui a été pour nous extrêmement enrichissante et qui a demandé l'apport de beaucoup de spécialistes. Alors voilà comment se présente le terrain vu de satellite. Vous voyez ici le Wadi, au centre le fort avec le trou central qui correspond au puits, tout autour les déblais de construction du puits, et vous voyez que les déblais sont tout à fait importants car le puits est très profond, nous ne l'avons pas fouillé. Au nord, ici, la première colline au pied duquel était établi notre camp, que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, et c'est dans cette colline qu'on a extrait
les blocs qui ont servi à construire le fort. Nous allons voir quelques traces d'extraction. Et ici, dans ce cirque, l'emplacement du cimetière où étaient enterrés les gens qui sont morts sur place. Alors voici une vue de la carrière, qui est très ensablée aujourd'hui. Vous voyez les fronts d'extraction où on a extrait les blocs qui ont servi à construire le rempart. Et ici, une vue de la nécropole, qui est malheureusement extrêmement pillée par les populations qui vivent aujourd'hui dans le désert, et toutes les tombes ont été bouleversées ou presque. Nous avons fait quelques sondages qui ont été extrêmement décevants. La seule tombe qui avait, par miracle, échappé au pillard était celle-ci, une tombe de femme dont le squelette était assez bien préservé et qui a permis des études intéressantes, mais qui était accompagnée d'absolument aucun matériel, ce qui n'est pas une particularité de ce site, puisque les tombes que j'ai fouillées récemment, encore l'année dernière, sur le site de Xéron-Pélagos, ne livrent absolument aucun mobilier d'accompagnement. On a affaire à des tombes d'une très grande pauvreté. Donc, assez peu de renseignements sont sortis de la nécropole par rapport à ce qui se fait d'habitude en Égypte, mais beaucoup du fort lui-même. Alors, on va commencer par une description globale. On voit bien que c'est un fort tout à fait du même type que la principale série que nous avons vue jusqu'à présent, qui était caractérisée sur la route de Myosormos par le fort de Crocodilo et celui de Maximianon. On a affaire à un fort qui fait à nouveau 54 mètres de longueur, mais qui est un peu plus étroit que les autres, qui fait 44 mètres de largeur, et dont la construction, très ensablée, est ruinée par tronçons. Cette partie-là est assez ruinée, celle-ci aussi, mais en certains endroits, comme dans l'angle nord-ouest ici, on a une élévation totalement préservée qui permet de savoir que le chemin de ronde du rempart était situé à 2,60 m au-dessus du seuil de la porte et que si on ajoute le mur de protection, on avait donc un rempart qui faisait environ 4,40 m à 4,50 m de hauteur. Comme dans tous les autres forts de cette série-là, vous remarquez qu'il est défendu aux quatre angles par des tours et que les tours de la porte, qui encadrent la porte, sont semi-circulaires, donc exactement le même type de plan que nous voyons à Crocodilo et à Maximianon, et plus au sud, à Bir Beiza par exemple. La particularité, et nous y reviendrons, c'est que le rempart ici est interrompu sur une quinzaine de mètres et remplacé par un bastion, et qu'un autre bastion est construit ici à une époque postérieure à la première phase. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. D'autre part, vous voyez tout de suite que l'intérieur, à la différence du fort de Maximianon d'un côté ou de Daoui que nous venons de voir, l'intérieur est extrêmement rempli de petites pièces construites sans grand ordre, une architecture très désordonnée que nous n'avions jamais rencontrée sur la route de Myosormos, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et nous avons commencé par fouiller, bien sûr, la porte, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer facilement dans le fort. Et comme vous voyez ici, donc les deux tours d'angle, la porte ici, et ici la grande dépression du puits. Ça permet de rentrer plus facilement, et nous avions l'espoir de trouver dans les décombres de la porte l'inscription de fondation. Ce que nous n'avons pas trouvé, car l'inscription de fondation a été malheureusement déplacée et très cassée à une époque où le fort était abandonné, une époque qu'on ne peut pas déterminer, qui se situait globalement entre l'Empire romain et l'époque moderne, mais je suis incapable de dire précisément quand le linteau de la porte et l'inscription ont été cassés. Donc ce que nous avons trouvé, c'est évidemment
la partie basse, le départ des tours, ici les banquettes où s'asseyaient certainement les soldats de garde pour contrôler les passages. Ici, bon, la porte avec sa crapaudine et un bouchage qui est assez caractéristique de la phase finale de tous les forts, notamment des forts de la route de Bérénice, bouchage qui est datable du courant du IIIe siècle et même d'une époque assez avancée dans le IIIe siècle, probablement dans le deuxième quart du IIIe siècle. Mais si nous n'avons pas trouvé l'inscription de fondation, j'en ai quand même trouvé quelques fragments dispersés dans divers endroits du fort. Le plus gros morceau que vous voyez là vient du remplissage d'une des grandes citernes, et j'en ai trouvé beaucoup de tout petits morceaux dans l'escalier qui conduisait au puits. Avec les éléments que nous avons, nous aurions été bien en peine de restituer totalement le texte, mais nous y avons été très largement aidés par une découverte faite par Steve Stibottom dans le fort de Sikait, où il a trouvé cette inscription-là qui donne exactement le même texte que celui du fort de Didumoy, et ce qui nous permet donc de replacer les misérables fragments que nous avons trouvés aux bons emplacements. Cette inscription de Sikait a aussi éclairé l'inscription de fondation du fort d'Aphroditès-Orus, dont nous parlerons la semaine prochaine, et donc on a affaire à une série où les inscriptions sont tout à fait parallèles, voire identiques. Ces textes ont été donc connus en 3 exemplaires aujourd'hui, ont été publiés dans un article commun de Roger Bagnall, Hélène Cuvini et Adam Bülow-Jacobsen qui s'appelle Security and Water in the Eastern Desert Roads, the Prefect Julius Ursus and the Construction of Presidia under Vespasian, paru dans The Journal of Roman Archaeology en 2001, de la page 325 à la page 333. Le texte nous dit ceci. L'année, je vous passe le latin, on va passer directement au français. Dans la 9e année de l'empereur Vespasien César Auguste, Lucius Iulius Ursus, préfet d'Égypte, revenant de Bérénice, donna des instructions pour qu'on cherchât l'eau phréatique dans ce lieu. Il ordonna que, lorsqu'elle aura été trouvée, Marcus Trebonius Valens, préfet du désert de Bérénice, veilla à faire construire un fortin et une citerne. Donc, c'est un texte absolument merveilleux parce que tout est dit. On a la date très précise, puisque la 9e année de l'empereur Vespasien, c'est 76-77 après Jésus-Christ, et nous connaissons les raisons de la fondation de ce fort, qui est clairement à la recherche de l'eau. Le texte nous dit très bien que le préfet qui a fait le voyage, à l'époque où il n'y a pas encore justement tous ces puits, s'est dit qu'il faut équiper mieux le trajet et donc donner plus d'eau aux caravanes qui passent. Et donc il a ordonné qu'on cherche de l'eau et aux endroits où on l'a trouvé, qu'on construise une forteresse pour protéger le puits. Il a ordonné aussi qu'on construise une citerne, et nous allons voir que c'est le cas, de façon évidemment à avoir toujours de l'eau en réserve lorsqu'une caravane de chameaux arrive. Et il faut imaginer qu'une caravane qui peut faire entre 500 à 1000 chameaux a un énorme besoin d'eau et qu'à ce moment-là, il faut avoir des réserves. Et il faut aussi imaginer que dans certaines périodes de l'année, le battement de la nappe phréatique fait que les ressources en eau n'étaient pas aussi assurées. Donc les citernes sont tout à fait essentielles pour servir de tampon lorsqu'il y a une grosse demande et lorsqu'il y a au contraire une faible offre, si j'ose dire, d'eau. Cela nous conduit donc à étudier d'abord et avant tout la question de l'eau et du puits et des citernes. Malheureusement, pour ce qui est du puits, comme vous le voyez sur ce plan, nous avons un grand trou qui marque effectivement l'emplacement du puits, mais qui nous empêche d'en comprendre l'architecture précise et les fonctionnalités. Tout ce que nous savons, c'est que le puits était certainement très large, au moins de l'ordre de 16 mètres de diamètre,
et qu'on y accédait, comme à Maximianon, par un escalier dont j'ai trouvé les premières marches ici. Et on en verra une photo tout à l'heure. Donc il faut imaginer qu'il y avait un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans le puits pour atteindre la nappe phréatique. Cet escalier, évidemment, ne suffisait pas alors ici, vous voyez une photo de l'emplacement du puits que nous n'avons pas pu fouiller parce que ça demanderait des moyens considérables. Il y a des milliers de mètres cubes de sable à enlever. Et cet escalier qui permettait d'accéder à la nappe phréatique n'était pas évidemment le moyen normal de puiser l'eau dans le puits. Vous imaginez que s'il avait fallu remplir les citernes avec des seaux en remontant l'eau avec l'escalier, on n'y serait jamais parvenu. Il faut donc imaginer qu'il y avait des machines pour élever l'eau, des machines élévatrices, donc des norias, ou comme on dit en Égypte, des sakias. Et ces sakias, malheureusement, dans aucun des forts que nous avons pu fouiller, n'ont été retrouvés car, par nature, la machinerie est située à proximité du puits, et donc c'est la première chose qui s'effondre dans le puits lorsque celui-ci se détruit. Mais nous savons qu'elles existaient, ces machines, pour deux raisons. La première, c'est qu'on en a quelques traces dans les ostracas. Il y a notamment, en ce qui concerne Didymoï, une lettre qui a été adressée à un certain Isodoros, qui était curateur de Didymoï, qui a été adressé par Isodoros, qui était curateur de Didymoï, à un certain Valerius Apollinaris, qui était procurator Augusti en 219 après Jésus-Christ. Et le texte a été publié par Hélène Cuvigny sous la référence Ostracas de Didymoï, inventaire 159. Et dans ce texte, il est fait mention de 3 godets qu'on appelle des kadoi, qui doivent être changés. Et les nouveaux godets donc pour la machine devaient être fabriqués par un certain Pétronius le barbare. Évidemment, le texte est un peu lacunaire, mais ça nous permet de penser qu'encore à cette époque-là, il faut fabriquer des godets de façon très particulière et très précise, et on n'imagine pas qu'on ait en quelque sorte fabriqué 3 godets qu'on enverrait au fin fond du désert s'il s'agissait de pots à sakier, c'est-à-dire de céramique, de pots en céramique, comme on peut en voir dans les sakiers à l'heure actuelle et comme on en verra dans la phase finale des forts. Donc, l'existence de ce texte, le fait que dans les couches anciennes du dépotoir, c'est-à-dire dans les couches qui vont de la fin du 1er siècle jusqu'à la fin du 2e siècle, je n'ai jamais trouvé aucun pot à sakier, c'est-à-dire ce sont des espèces de petites jarres qu'on attache sur la corde qu'on fait descendre dans le puits. Donc, l'absence de pot à sakier et ce texte me fait penser que dans la phase ancienne, c'est-à-dire lorsque les forts ont été construits, on a utilisé des chaînes qui utilisaient des godets en métal. Godets en métal qui étaient de bien meilleure qualité, bien sûr, mais qui, lorsqu'ils étaient abîmés, nécessitaient une réparation spéciale, voire la fabrication de nouveaux godets. Et c'est probablement la difficulté à faire ces nouveaux godets qui a poussé à une simplification à partir de la fin du IIe siècle et au IIIe siècle après Jésus-Christ, et on a remplacé progressivement ces chaînes à godets de métal, qui sont connues par ailleurs, par des chaînes qui utilisent des poteries. Donc, il faut imaginer cette machinerie quelque part dans ce secteur qui est ici, car c'est vers ce secteur que convergent des canaux, des petites canalisations qui alimentent les citernes. On en a aussi un autre indice dans cette pièce qui est ici. Dans la phase finale, on a retrouvé un gros tuyau de plomb qui présente d'un côté des traces de fixation avec des clous sur une caisse de bois, et on imagine donc que c'est la pièce en quelque sorte de jonction entre le bassin qui reçoit l'eau de la noria
et les canalisations en céramique que vous voyez là. Donc un système déjà relativement complexe et nécessaire, car il fallait remplir d'énormes citernes. Et ces citernes, nous les avons donc mises au jour progressivement. Il y en a 4, 2 ici, la 1 et la 2, une troisième ici, une quatrième ici. Vous voyez ici la citerne numéro 3, avant que nous commencions les fouilles, mais qui était encore bien visible. Et ici, les citernes numéro 1 et 2, qui sont situées ici. Ces 2 premières citernes, qui sont situées dans l'angle nord-est, ont été construites en briques et sont les plus petites. Elles mesurent 6 mètres par 3 mètres 30 de largeur pour une profondeur qui tourne autour de 2 mètres 70, 2 mètres 80. Et ce sont ces 2 citernes qui ont été construites dès le départ, au moment où on a édifié le fort et où on a creusé le puits. Donc c'est à ces 2 citernes que fait référence l'inscription. La capacité de stockage de chacun des réservoirs était de 55 mètres cubes, ce qui fait au total environ 110 mètres cubes d'eau disponibles immédiatement. Il est clair que ça ne suffisait pas, car à partir d'une certaine époque, que nous allons voir maintenant, il a été nécessaire d'ajouter 2 autres citernes, la citerne 3 que nous venons de voir et la citerne 4 qui est ici. Donc, voici ici des citernes 2, la 2 qui correspond à la première phase et la 3 qui est édifiée ensuite. Et ici, donc, le plan qui nous permet de voir les 2 premières citernes accolées au rempart, la citerne 3 qui est ajoutée par la suite avec tous les systèmes d'adduction d'eau et de surverse d'une citerne dans l'autre. Au passage, vous voyez ici, on y reviendra, les thermes qui sont situés évidemment juste à côté de l'arrivée d'eau. Et ici, la citerne 4 qui est située de l'autre côté de la porte. La citerne 3, qui est donc ici, est la plus vaste de toutes, en tout cas la plus vaste que les 2 premières, puisqu'elle mesure 6,85 m par 6,60 m pour une profondeur de 2,82 m, ce qui fait une contenance à elle seule de 125 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire le double de chacune des 2 citernes primitives. Quant à la 4, que nous voyons ici, elle mesure 6,85 m par 5,30 m pour une profondeur de 3,60 m et donc un volume maximal de 130 mètres cubes environ. Les citernes donc 3 et 4 ont été construites dans un second temps et il s'agit maintenant d'essayer de déterminer quand. Pour ceci, nous avons un bon indice qui est une inscription. Cette inscription est une inscription en latin qui dit ceci: Caesaris Augusti, Iussu Metirufi Praefecti Augusti, un certain Constance, curator lacum magnum fecit. Donc, ça se comprend très aisément, ce qui veut dire que dans une époque qui devait être précisée dans la partie cassée de l'inscription, il devait y avoir la date de la création de cette nouvelle citerne, qui était quelque part sous le règne de l'empereur Domitien. Nous le savons parce que Mettus Rufus était préfet d'Égypte sous Domitien. Tout ce que nous savons, donc, c'est la fin de la titulature impériale, Caesari Augusti, donc à une date X du règne de l'empereur Domitien, par autorisation ou par ordre plutôt, de Marcus Mettus Rufus, préfet d'Égypte, un certain quelque chose Us Constance, qui était curateur, a fait faire la grande citerne. Alors, l'inscription a été faite certainement entre 88 et 92 après Jésus-Christ, car ce sont les dates extrêmes des fonctions de Mettus Rufus à la préfecture d'Égypte. Donc ça nous donne une bonne date. Le problème, c'est de savoir quelle est cette citerne,
car nous avons 2 candidats pour une seule inscription. Et quand est-ce que l'autre citerne a été construite? Alors pour ça, il faut que nous nous aidions, nous allons le voir, du dépotoir. Mais auparavant, on va finir d'examiner les adductions d'eau, qui sont aussi importantes, pour comprendre que l'eau sert bien sûr à l'alimentation du fort, mais sert surtout à abreuver les chameaux de passage. Et à l'extérieur du fort, grâce à un tuyau qui traverse le rempart ici, il y avait des abreuvoirs assez longs et importants pour permettre d'abreuver un grand nombre de chameaux. Il y avait aussi, donc, à côté de l'alimentation des citernes, une alimentation destinée à des petits thermes qui semblent avoir été construits dès le départ pour l'agrément des soldats. Petits thermes qui, comme dans ce que nous avons vu dans le fort de Maximianum, comprennent une pièce chaude, qui là est très caractéristique, avec une pièce au sol sur hypocauste, avec le praefornium qui est ici, qui permettait de chauffer la pièce, et une baignoire froide qui est située ici. Ces thermes ont fonctionné très longtemps, ont été réparés plusieurs fois, mais à la fin de l'occupation du fort, ils ne sont plus utilisés, ils sont détruits, et à la place est construit ce petit bâtiment au-dessus. Donc on voit que l'eau est quelque chose de tout à fait essentiel, et il nous reste donc à dater les diverses phases, et pour ça, nous devons nous reporter à la fouille du dépotoir, car c'est lui qui donne les éléments nécessaires. Alors, il faut changer de... Et donc, pour comprendre ce qui se passe dans le fort, il faut voir ce qui se passe dans le dépotoir. Alors, ça peut paraître curieux, mais nous nous trouvons devant le même phénomène que nous avons vu dans le fort de Maximianum, dans la mesure où les forts sont extrêmement bien entretenus pendant le 1er siècle et le 2e siècle après Jésus-Christ. On a beaucoup de difficultés à comprendre et dater surtout les évolutions que l'on constate. On constate les évolutions parce qu'on voit bien que, par exemple, si on construit une nouvelle citerne, ça a cassé des murs anciens, etc. Mais on n'a pas de stratigraphie à l'intérieur du fort qui permette de le dater. Alors nous avons, grâce à Dieu, les inscriptions, et nous avons aussi donc, les éléments que nous donne le dépotoir. Et celui-ci, sur lequel je vais m'attarder un peu, est tout à fait important. Il s'étend en face de la porte. Alors vous voyez ici, la vue est prise du dépotoir, la porte est ici, et le dépotoir est en cours de fouille dans ce secteur. Et dans son état final, dans son état final, il couvre, vous voyez, ça forme une espèce de colline ici. Il couvre environ 500 mètres carrés et son épaisseur varie d'une dizaine de centimètres à plus de 3 mètres. L'estimation approximative des dépôts est de l'ordre de 400 mètres cubes, mais cette masse considérable ne comprend pas que des détritus. Elle comprend aussi des gravats et des couches de gravier, des gravats qui proviennent de la démolition de casernements et de travaux qui ont été faits à l'intérieur du fort, et de couches de gravier qui proviennent des creusements qui ont été effectués. Le mobilier qui a été trouvé dans ce dépotoir est extrêmement abondant et varié. Je vous fais défiler juste quelques diapositives pour vous en donner une idée, mais je n'insiste pas sur ces questions qui feraient l'objet de cours plus détaillés, mais c'est uniquement pour vous donner une idée de la qualité du matériel qu'on trouve dans ce dépotoir, que vous voyez ici en cours de fouille, et on voit bien la stratigraphie extrêmement serrée avec chacune des couches, parfois assez plates, mais aussi inclinées. Et on a bien sûr beaucoup de céramique, notamment de céramique locale, et des faïences qui viennent principalement de la zone de Memphis, des céramiques importées comme des bols nabatéens venus de la région de Pétra, beaucoup de verre dont la proportion augmente au cours du IIe siècle et au IIIe siècle, et certains avec de belles décorations, comme ici des fleurs de pavot ou des flacons.
Et ce qui était très important dans ce dépotoir, énormément de textiles, de restes de vêtements. Ici, une tunique qui porte un décor typique du début du IIe siècle, avec ces espèces de gamins tissés dans l'ensemble qui donne cette décoration. Mais on peut avoir aussi des vêtements décorés de façon beaucoup plus élaborée. On a trouvé toutes sortes de types de vêtements, y compris des bonnets. Mais il y avait aussi beaucoup de cuir, notamment des outres, qui ont servi à transporter l'eau principalement, des chaussures, parfois en très très bon état, ici une chaussure du 1er siècle, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et également des textes, beaucoup d'ostracas et quelques fragments de papyrus, et de façon assez amusante, si on peut dire, un tout petit fragment nous a donné un passage de l'Iliade qui montre que les soldats lisaient l'Iliade dans leur fort. Mais ce n'est pas un scoop dans la mesure où l'Iliade est le best-seller absolu de l'Antiquité. C'est le texte dont on a le plus de manuscrits et c'est aussi un texte dans lequel on apprenait à lire et écrire. Donc, vous voyez une variété extrêmement vaste de matériel de toutes sortes, y compris des ossements, qui nous permettent de bien retracer la stratigraphie et l'histoire de ce dépotoir. Alors, la stratigraphie, justement, elle est extrêmement compliquée. Je n'ai fouillé du dépotoir qu'une bande, en fait, qui faisait 15 mètres de largeur par 25 mètres de longueur. Et dans cette bande, j'ai trouvé des milliers de couches qui, évidemment, se recoupent d'un carré à l'autre, parce que j'ai été amené à le fouiller par secteur, bien entendu. Et au bout du compte, j'ai été obligé de simplifier la stratigraphie pour que ce soit compréhensible pour le lecteur. Et j'ai simplifié l'ensemble en 219 couches ou unités stratigraphiques qui sont encore trop nombreuses pour être compréhensibles. Et donc, j'ai simplifié à nouveau en essayant de créer des phases cohérentes de dépôt. Alors, vous voyez ici une idée de la stratigraphie. Ce qui est en noir, ce sont les couches de cendres. Il y a des couches de dépotoir, vous voyez ici, avec des amphores, des ossements. Il y a des couches de gravier. Il y a ici des porcheries que nous allons voir maintenant, qui apparaissent à une certaine époque, etc. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour démêler tout ça, mais le jeu en valait la chandelle, car nous pouvons donc mettre en relation les phases de ce dépotoir avec ce que nous observons à l'intérieur du fort. Les phases de ce dépotoir, là aussi, je ne vais pas les détailler, je vous ai mis sur le côté le diagramme stratigraphique qui fait plus de 1,50 m de hauteur pour être lisible, et après quelques détails ici. Alors, les premières phases sont particulièrement bien datées puisque nous sommes directement sur le substrat et nous savons que la première couche, elle est fatalement de 76-77 après Jésus-Christ ou immédiatement après. Et nous avons donc une première phase qui correspond en fait aux travaux de construction du fort, c'est-à-dire la phase où on déverse autour du fort les gravats et plutôt les graviers de creusement du puits et où on jette un peu de matériel lié au premier niveau d'occupation. C'est le cas notamment de couches d'amphores qui sont les tout premiers niveaux, donc, qui correspondent aux vins qu'on a apportés et livrés aux soldats. Puis on a une phase aussi donc, correspondant à ici vous voyez des niveaux de gravier qui sont liés aux divers creusements auxquels on assiste dans le fort. Et on voit apparaître dans la phase 3 d'autres graviers qui sont ici, et ici une couche de gravats, vous voyez ici en blanc, qui me semble correspondre à la fois la démolition de casernement et au creusement de quelque chose. Donc je mets en relation cette phase 3 avec le creusement de la deuxième citerne, celle qui aurait été faite sous l'ordre de Mettus Rufus, et ce qui nous permet de dater cette phase de 88 à 92 après Jésus-Christ. À la suite de ça,
Donc nous sommes ici à la phase de construction de la citerne, vous voyez 88-92. À la suite de ça, nous avons toute une phase d'occupation qui est caractérisée, donc la phase 4 et la phase 5, qui se situe entre, disons, le début des années 90 et la fin des années 90, qui est caractérisée de façon tout à fait intéressante par la construction d'une grande porcherie. Et c'est une époque où les soldats élèvent des quantités assez notables de cochons sur leur dépotoir et les nourrissent évidemment des déchets de leur propre alimentation. Alors nous avons toute une série de textes aussi qui nous parlent de ces cochons qu'on faisait venir depuis la vallée et que l'on engraissait sur place. Vous voyez ici donc les abris dans lesquels les cochons étaient mis et les auges où on leur donnait à manger. Et en même temps qu'on utilise ces porcheries, évidemment, on continue de déverser des déchets, et c'est d'ailleurs de ça que les cochons se nourrissent, et on est donc dans la décennie 80-90, et on a aussi lié à cela des dépôts assez notables de tissus et d'outres. Ici, vous voyez une outre en cuir et une espèce de coussin fait de toile grossière qui était rempli d'une grande quantité de tissus qui a donné beaucoup d'éléments de vêtements. Lorsqu'on progresse un peu plus vers le haut de la stratigraphie, on est là donc dans la zone moyenne, on se rend compte qu'il y a une nouvelle phase que j'ai appelée phase 6 qui correspond au creusement à nouveau de quelque chose, puisqu'on a des couches de gravier et des couches de gravats, c'est-à-dire à la fois des pierres, des morceaux de chaux, d'enduit, etc., mélangés à des déchets en assez bon état. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on a démoli des casernements où il y avait des amphores, des matelas, des étagères, etc., qu'on a tout jeté dehors et qu'on a jeté sur ces gravats une couche de gravier qui provient d'un creusement. Et donc je mets en relation cette phase 6 qu'on voit ici avec la démolition de casernement et la construction d'une nouvelle citerne. Alors ce que je ne peux pas faire, c'est savoir si c'est la citerne 3 ou la citerne 4, parce que là, évidemment, les éléments ne nous permettent pas de le dire, mais je suis à peu près sûr qu'on peut dater la dernière citerne qui est construite dans le fort de l'année 96 après Jésus-Christ ou immédiatement après. Pourquoi ? Parce que dans la phase, dans les couches de cette phase qui contiennent beaucoup d'ostracas datés de 96, on a donc un terminus, on sait que c'est après, et dans les couches immédiatement postérieures que vous voyez là, c'est-à-dire la phase 7, la phase 8, etc., nous sommes déjà dans les années 100-110, donc la construction de la dernière citerne serait datable vers 96 ou 100 après Jésus-Christ, disons dans les dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ. La stratigraphie donc continue de monter et nous avons un déversement continu de détritus à divers endroits du dépotoir jusque dans les années 150 après Jésus-Christ. Au cours de cette phase, on continue d'élever des cochons et on a donc des sous successives qui sont construites, démolies et reconstruites évidemment au fur et à mesure que le dépotoir prend de la hauteur. Et en voici une, évidemment nettement moins sophistiquée que la première, mais qui donne donc une bonne idée de la continuation de l'élevage des cochons jusque vers la décennie 140 après Jésus-Christ. Ensuite, nous avons affaire à une phase dernière phase qu'on voit là, qui correspond principalement au niveau d'occupation du fort, disons dans les années 130, 140, mais pas au-delà de 150 selon moi. Parce qu'aucun de ces niveaux, y compris les plus tardifs de cette zone, c'est-à-dire les derniers qui sont là, aucun de ces niveaux n'a livré d'ostracone postérieur
à la décennie 140, et surtout n'a livré aucune gourde qui apparaissent, gourdes fabriquées à Assouan, puis ensuite dans la région de Coptos, gourdes qui apparaissent vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc probablement une interruption du dépôt des dépôts dans le dépotoir vers 150. Et on a une reprise, non plus dans cette zone qui est ici, mais dans la zone qui est ici, plus près de la porte, une reprise nettement après un hiatus que je situe, disons, dans le troisième quart du IIe siècle. Ce hiatus qui est situé ici. Et on a une reprise avec à nouveau des dépôts qui commencent par des gravats et qui se poursuivent ensuite par des déchets normaux. Alors ça, je crois qu'il faut le mettre en relation avec une inscription qui nous dit, une inscription de l'époque de Marc Aurèle, et qui est tout à fait importante, et qui nous dit ceci. Dans la 17e année de l'empereur César Marc Aurèle Antonin Auguste, vainqueur des Arméniens, vainqueur des Mèdes, vainqueur des Parthes, grand vainqueur des Germains, le puits, alors là après il y a une lacune, mais le puits du Praesinium s'étant effondré, ce puits fut reconstruit avec quelque chose, donc on suppose que c'est les 4 citernes, et tous les éléments annexes, alors on imagine que c'est la Sakia, bien entendu, sous l'ordre de Titus Pactumeus Magnus, préfet d'Égypte, et sous la responsabilité de, alors là le nom est dans la lacune, nous ne savons pas qui c'est, qui était préfet du désert, et les travaux étant dirigés par une personne que nous ne connaissons pas parce qu'elle est dans la lacune, qui était Duplicarius, et un autre qui était Vexillarius. Alors, ce document est tout à fait essentiel, car il nous date précisément de 176-177, la réoccupation du fort après un temps d'abandon. Temps d'abandon qui était peut-être creusé par l'effondrement du puits, lui-même creusé soit par un phénomène naturel, l'affouillement lié à la nappe phréatique, ou peut-être par un tremblement de terre, qui pourrait expliquer aussi certains désordres qu'on a constatés dans le rempart. En fait, quoi qu'il en soit, les travaux qui ont été très importants pour remettre en état le fort, et ces travaux ont été effectués avec diligence, puisqu'on a restauré les 4 citernes, le puits et probablement la machine élévatrice. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette époque qu'on voit apparaître les pots de saké, dont je vous ai parlé, les pots en céramique. Et donc, on a cette certitude d'une réoccupation, probablement après un abandon, et dans les couches du dépotoir dont je viens de vous parler, les gravats qui correspondent à cette phase comprennent notamment des enduits peints, malheureusement très fragmentés par la démolition, mais certains portent quelques lettres en noir sur fond blanc qui font évidemment penser à des dédicaces et à des prosinèmes, c'est-à-dire des actes d'adoration aux dieux, et donc on doit imaginer que ces gravats proviennent de la démolition du sanctuaire du fort, sanctuaire qui avait dû être démoli par l'effondrement du puits. Et effectivement, lorsqu'on voit le plan, on va revenir en arrière, on se rend compte que dans ce secteur-là, que nous allons voir plus en détail, devait se situer le sanctuaire primitif du fort. Pourquoi ? Parce que dans les autres forts construits au 1er siècle et au début du 2e siècle après Jésus-Christ, très souvent, la chapelle, l'Aedes Signorum, la chapelle où on conservait les enseignes militaires et où on adorait les dieux principaux, était située dans l'axe de la porte. Or, dans ce secteur-là, malgré les démolitions postérieures et malgré les effondrements, il y a quelques vestiges qui laissent penser qu'il y avait bien un sanctuaire. Alors, si on le voit plus en détail, ici, vous voyez cette prolifération extraordinaire de tout petits bâtiments qui est évidemment
datable de la phase finale d'occupation du fort au IIIe siècle, mais nous avons ici, dans la pièce 44, une construction assez curieuse qui comprend ici une abside qui est évidemment tronquée et cassée par les constructions du IIIe siècle. Donc nous imaginons que se situait là le sanctuaire et que l'abside abritait évidemment, mettait en scène les images divines. Cet ensemble donc a été certainement démoli au moment des travaux de réoccupation et il a fallu déplacer le sanctuaire et nous allons voir qu'il a été déplacé dans ce secteur qui est ici. Mais puisque nous sommes dans le secteur sud-ouest, il faut en dire deux mots parce que ça nous éclaire évidemment sur le devenir du fort. C'est un secteur qui a été fouillé par Michel Rédé à l'époque où nous faisions la fouille et il a mis au jour donc cette extraordinaire prolifération qui est difficile à dater parce que il y a peu de matériel datant dans les couches, mais qui, visiblement, se multiplie au début du IIIe siècle et en quelque sorte, une pièce est ajoutée à l'autre sans aucun ordre. Et donc, il a fait même douter à Michel Rédé que l'armée était capable de laisser construire de tels baraquements. Mais il ne paraît faire aucun doute que c'est bien effectivement l'armée qui, à l'époque, occupe encore le fort, parce qu'on a quelques aménagements assez typiques des installations militaires, et on a notamment outre des pièces d'habitation, mais on a notamment des silos qui permettent de garder le grain, et que vous voyez ici dans toutes les pièces, et également un ensemble de fours et un pétrin qui, jusqu'à la phase finale, sert à faire le pain pour la garnison, clairement. Alors, lié à cette boulangerie, nous avons aussi trouvé les meules qui servent à faire la farine, qui sont d'ailleurs de deux types, un type très ancien qui continue d'être utilisé et un type d'une technologie un peu plus avancée, et donc les deux fonctionnant en même temps. Donc, dans ce secteur, on voit bien qu'il y a une occupation très intense à la fin du IIe siècle et pendant toute la première moitié du IIIe siècle, mais en quelque sorte un peu incontrôlée, où on a l'impression que presque que chaque soldat soit construit son petit baraquement. Ce n'est pas le cas dans la partie nord-ouest qui semble avoir été toujours nettement mieux contrôlée et mieux préservée, et sur lequel on va maintenant insister. Ce secteur, qui est situé donc à côté de la grande citerne dont nous avons parlé tout à l'heure, a une histoire qui est relativement claire et bien datée, à la différence de ce qui s'est passé dans l'angle sud-ouest, car il est évident que les interventions qui ont été faites ont été coordonnées et voulues de façon très sérieuse par le commandement du fort. On n'a pas du tout cette prolifération de tout petits bâtiments, de gourbies, pourrait-on dire, que l'on peut voir dans la partie sud-est. On a au contraire des bâtiments qui sont bien construits, encore bien préservés, comme vous le voyez ici, et qui comprennent notamment le nouveau sanctuaire qui est situé ici, et ici un ensemble de pièces que l'on doit probablement interpréter comme le prétorium du fort, c'est-à-dire l'endroit où le commandant habite. Je propose cette interprétation car non seulement on est à côté du sanctuaire et à la fois ce que je pense être le prétorium et le sanctuaire ouvrent sur un espace dégagé ici où devaient se tenir des cérémonies, et l'autre raison est que, vous le verrez, à l'intérieur de ces pièces qui sont situées ici, nous avons une décoration, certes modeste, mais qui tranche avec ce qui est connu dans les autres casernements, c'est-à-dire qu'on a un enduit avec des peintures qui représentent des quadrillages. Bon,
Ce n'est pas du grand art, mais ça montre bien la différence. Donc cette histoire est assez complexe, et elle est peut-être trop complexe à raconter dans les 4 minutes qui me restent. Et donc on va la renvoyer au début du cours de la semaine prochaine, et nous verrons comment on passe donc du fort et des phases du fort construites à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ à la phase finale que je date du milieu du IIIe siècle. Ça nous permettra de faire la transition avec les forts suivants qui sont situés sur la route et que nous examinerons ensuite. Nous nous attarderons ensuite sur le mont d'Aphrodite et sur le site de Campassie, qui est donc un site à la fois minier et militaire, et nous aborderons le grand site de Dios, qui en fait est composé de 2 forts qui se succèdent l'un l'autre. Ça nous laissera encore suffisamment de temps pour, dans une séance ultérieure, voir ce qu'il advient des forts suivants, c'est-à-dire Xéron Pélagos, Phalacron et Apollonos Hydroma, et nous arriverons ensuite donc à Bérénice, terme de notre voyage. Je vous remercie.